La semaine prochaine, c'est la semaine sainte, donc c'est la 6e et la dernière des conférences de Carême, de cette réflexion qu'on a menée avec les différents conférenciers sur qu'est-ce qui peut mettre de la confiance dans plusieurs lieux où il y a de la méfiance. On avait commencé par un panorama général de la situation de notre pays, avec le commentaire par le Père Boédek du livre des évêques qui appelle justement à ce que nous soyons des hommes et des femmes de bonne volonté là où il y a des fractures et des ignorances. Je ne vais pas vous faire les 6 étapes, hein, c'est juste pour... nous remercions aujourd'hui particulièrement donc, Christine Fisset, qui va nous parler de ce qui peut se vivre dans les quartiers qu'on dit difficiles. Je la laisse me critiquer sur cette appellation. Après tout, la vie est la vie, quoi, peut-être. Mais en tout cas, dans ces endroits où il est important de faire du lien, important des choses de l'intégration s'y jouent, des choses de ce qu'on appelle le vivre ensemble s'y joue, des choses qui s'appellent la rencontre s'y joue. Et donc je vous remercie d'abord d'être venu jusqu'à la fin de Pentecôte pour nous en parler. Je vais vous laisser vous présenter plus longuement. Et j'accueille aussi, alors je ne sais pas votre nom, excusez-moi, Manon Bloss, qui vient aussi témoigner. Voilà. Merci beaucoup de votre présence et puis je vous laisse tout de suite la parole. On va se présenter l'une l'autre et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Donc moi je m'appelle Christine Fisset, je suis responsable des relations institutionnelles du Rocher, Oasis des Cités, et je suis salariée depuis plus de 4 ans et demi. Voilà. Bonjour, moi c'est Manon Bloss, je suis volontaire en service civique à l'antenne de Bondy et du coup je suis pour 1 an au Rocher. Au milieu de mes études, j'ai terminé une licence de droit l'année dernière et je reprends un master l'année prochaine. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que le Rocher? Donc c'est une association loi 1901 qui a été lancée en 2000 à Bondy, en Seine-Saint-Denis, par un éducateur spécialisé, Cyril Tisserand, comme un tisserand, qui était chrétien, catholique, qui était allé en 1997 voir le pape Jean-Paul II en France avec de nombreux autres jeunes, et qui avait entendu l'appel de Jean-Paul II à bâtir la civilisation de l'amour. Lui était éducateur spécialisé, et il s'est dit, éducateur spécialisé à bâtir la civilisation de l'amour, pourquoi ça ne serait pas dans les cités de France? Il avait grandi dans le Val-Fouré, donc il connaissait la situation des jeunes dans les quartiers dits sensibles, et donc il a ressenti profondément cette vocation à aller à la rencontre de ces jeunes, notamment les plus exclus, pour les aider à s'insérer dans la société. Le tout avec un regard de chrétien, un regard d'espérance. Donc il est arrivé en 2000 à Bondy, il est allé beaucoup dans la rue, il a voulu renouer avec le travail de rue qui était très pratiqué dans les années 70-80 en France, et qui peu à peu est parti un petit peu en... Voilà, c'est parti un peu en désuétude, et il s'est dit qu'il fallait retourner au contact de ces jeunes. Donc il a beaucoup traîné dans les rues à toute heure du jour et de la nuit pour aller à la rencontre de tous ceux qui se sentaient vraiment très loin de tout. Dans le trafic, dans l'oisiveté, dans la petite délinquance ou la grande délinquance. Peu à peu, il a structuré l'association, donc il a créé Le Rocher dans les années 2001-2002. Et là, il s'est dit, bon, c'est bien d'être dans la rue, mais je vais aussi créer de l'aide aux devoirs pour les plus petits, de l'alphabétisation pour adultes. Je vais aussi lancer des activités type les aventuriers, on va en reparler tout à l'heure, inspirées du scoutisme. Tout un ensemble d'activités, un peu pour toutes les tranches d'âge, de façon à aider les habitants de ces quartiers dits sensibles à trouver leur place dans la société, à grandir et à s'épanouir en France. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes dans 7 quartiers sensibles en France, en Île-de-France, en Rhône-Alpes et en PACA. Voilà. Nous avons pas mal de salariés, nous sommes à 24 salariés et nous avons la chance d'avoir un agrément pour 53 volontaires en service civique. Donc Manon en fait partie et elle va vous témoigner de sa présence en tant que volontaire. Alors, vous avez bien compris que Cyril Tisserand donc, voulait aller à la rencontre, et la chose très importante qu'il s'est dite aussi dès le début, c'est que pour être au contact au maximum,
il faut carrément s'installer dans la cité. Venir vivre en tant qu'habitant parmi les habitants dans la cité. Voilà. Donc c'est ce qu'il a fait, il s'est installé, ensuite sa femme l'a rejoint, et le principe de vivre avec est toujours au cœur du Rocher. Ça fait vraiment partie de notre ADN. Voilà, donc toutes les deux nous habitons à Bondy-Nord, et tous les équipes du Rocher font ce choix. Voilà, c'est vraiment vital. Moi, j'avoue, à titre personnel, que s'il n'y avait pas eu ça, je pense que je ne serais pas au Rocher. Moi, je suis fonctionnaire des affaires étrangères. Je voulais travailler dans les relations à l'étranger. Donc, je suis rentrée au Quai d'Orsay en 1997. Mais je restais un peu sur ma faim parce que la rédaction de notes diplomatiques, les réunions, tout ça, je me coupais un peu du réel et je me disais, mais finalement, les étrangers, je ne les vois pas, je ne les touche pas. Et j'étais aussi très préoccupée de ce qui se passait dans mon pays, dans les banlieues françaises. Et je me disais, mais finalement, est-ce que je ne serais pas plus heureuse à travailler au contact de ces immigrés dans mon propre pays, dans ces quartiers où ils ont vraiment du mal à vivre. Voilà. Donc, pourquoi je suis au Rocher aujourd'hui? J'ai fait le saut de l'administration vers le Rocher, je me suis mise en disponibilité, parce que c'est ça qui m'a séduite au Rocher, le fait de vivre avec. Parce qu'il y a plein d'associations qui font plein de choses merveilleuses dans les quartiers, plein, qui sont très utiles. Mais la valeur ajoutée du Rocher, c'est vraiment de venir s'installer, de partager ce quotidien. Et je me disais, si j'habite à Paris-Centre et que je donne 2-3 heures de bénévolat, c'est déjà super, dans une semaine, j'aurais l'impression de ne pas vraiment être là, de ne pas vraiment servir, de ne pas vraiment comprendre ces personnes. Voilà. Donc je me suis dit, là au moins, il y a une cohérence, le Rocher est un peu radical, mais c'est certainement très fructueux. Et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. On va le détailler un petit peu plus. Simplement pour vous décrypter un peu les volets de notre témoignage à toutes les deux, nous allons articuler ce témoignage autour de vivre avec. Concrètement, qu'est-ce que ça représente pour nous? Bâtir avec, grandir avec. Voilà. Même vivre avec, grandir avec, bâtir avec. Les trois se tiennent. On est là, au milieu des habitants, pour grandir avec les autres et aider les personnes à, on va dire, améliorer leur avenir, mieux le préparer. Voilà, tout ça a une finalité au service des personnes. J'ajouterai aussi une chose très importante, c'est que nous sommes une association catholique d'éducation populaire. Donc nous avons un ADN à la fois spirituel, c'est ce qui nous anime, c'est notre moteur, et en même temps nous sommes laïcs. Nous ne sommes pas confessionnels, nous ne faisons pas de catéchisme. Voilà, nous sommes dans des activités socio-éducatives auprès des jeunes et des familles. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas dans l'annonce directe de l'Évangile, davantage dans le témoignage de vie, dans l'amitié, dans la fidélité, dans l'accueil inconditionnel, tout ce que nous considérons comme être des valeurs intangibles de l'Évangile et que nous essayons de vivre. Nous avons plus de 80% de bénéficiaires qui sont musulmans, donc vous imaginez bien que si on commence à sortir le goupillon et les grandes déclarations, ça ne va pas très bien se passer, et c'est un peu normal, d'autant que nous sommes largement financés par les institutions publiques. Voilà, donc il s'agit d'être sur une ligne de crête que nous essayons de tenir en étant ce que nous sommes en termes d'identité et en étant en même temps dans le respect de la laïcité. Voilà, donc ça c'est pour les grands principes du Rocher. Maintenant on va rentrer dans le vivre avec, plus concrètement, et je vais passer la parole à Manon. Alors, vivre avec, au Rocher, ça se manifeste tout d'abord par habiter au cœur de la cité. Donc moi je suis en colocation avec deux autres filles dans une belle barre qui longe l'autoroute A3. Et vivre dans une cité, c'est partager toutes les joies, mais aussi les galères de ces bars. C'est les rats en bas de l'immeuble, c'est de temps en temps un petit cafard, c'est la chaleur est extrême pendant l'hiver, on ne peut pas régler le chauffage, pour tous des petits trucs qui en fait paraissent peu, mais au quotidien c'est un peu lourd. Et en fait les partager avec tous ces gens qui sont exactement, enfin, qui vivent ça au quotidien, et ben ça permet de créer vraiment une relation de confiance et ça ouvre beaucoup de portes. On s'en rend pas compte comme ça, comme partager le quotidien, c'est très fort. Du coup, on a des relations privilégiées avec les habitants. Ces relations, elles se passent par beaucoup de visites à domicile, beaucoup d'invitations. Voilà, je me suis déjà retrouvée à 17h dans une famille avec un plat typique malien qu'on appelle le tiep. Voilà, très bon, mais je sortais de table il y a 3 heures, donc c'était un petit peu particulier.
Et tout à l'heure, Christine partageait le fait que nous sommes une association catholique d'éducation populaire. Je pense que cette année, j'ai jamais autant parlé de la foi. Pourtant, de manière toujours ouverte et constructive. Il y a quelques semaines, j'étais dans une famille malienne. La maman s'appelle Maro, le papa Bokara. Ils ont 6 enfants, mais à ce moment-là, il y avait 9 enfants à la maison. Et j'étais invitée parce qu'il fallait absolument que je goûte une spécialité. Et je suis restée, j'ai vraiment tardé, ma visite a duré assez longtemps. Et à 18h30, c'était l'heure de la prière. Du coup, elle m'explique qu'elle va prier. Du coup, je lui dis, pas de souci, je vais me mettre derrière et je vais prier dans mon coin. Et en fait, elle m'a mis un foulard sur la tête et elle m'a dit, fais comme moi. Du coup, j'ai fait exactement comme elle. J'ai fait tous les gestes. Bon, j'avais ma petite prière intérieure très personnelle. Et en fait, à la fin, le mari est entré dans la pièce. Et Maro, du coup, la maman, a expliqué à son mari ce qu'on venait de faire. On avait prié ensemble. Et il a mis la main sur le cœur. Et il a eu une émotion hyper forte, qui montrait que vraiment il était hyper touché de ce qu'on avait fait. Et en fait, après, on a parlé, du coup, eux m'ont expliqué tous les gestes que j'avais faits, parce que je n'avais rien compris. Et après, on a eu un échange très constructif sur la foi, sur l'amour et l'amour de Dieu. Et c'était vraiment très beau. Voilà. Et là, on arrive dans une période de l'année où on commence vraiment à connaître les mamans, à connaître les personnes qui nous entourent. Du coup, on est très souvent invités le soir à dîner, à partager des moments. Et la dernière fois, j'étais dans une famille. Du coup, ils m'ont servi aussi les plats traditionnels. Et après, du coup, j'ai vraiment pris le temps de coucher les enfants, de raconter une histoire. Et en fait, les enfants étaient hyper touchés, alors qu'il y avait une petite qui était en CP, mais il y en avait aussi une qui était collégienne et qui, au rocher, est un peu dure, un petit peu, qui montre pas trop ses sentiments. Et en fait, c'est vraiment hyper intéressant de vraiment connaître le besoin de l'enfant, connaître sa famille, son entourage, ce qu'il vit. Ça permet de vraiment accrocher l'enfant comme on peut quand il vient le soir à la devoir. Au Rocher, ce que disait Christine, c'est qu'on est vraiment dans l'accueil inconditionnel et on est vraiment, on fait notre maximum pour être le plus disponible possible, le plus accessible. En fait, on est ouvert à se laisser déranger. Et voilà, au Rocher, il y a une dame qui s'appelle Sylvette qui a un petit peu des problèmes mentaux, et là qui va bientôt partir de la cité. Ça fait 29 ans qu'elle est dans la cité. Et du coup, c'est un énorme combat pour elle, et du coup on essaie de l'accompagner comme on peut. Et voilà, en soirée il était 20h, le Rocher était fermé, mais on était toujours là. Les garçons avaient prévu de regarder un match de rugby, du coup on était dans les parages aussi. Et voilà, Sylvette a débarqué à 20h. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Et du coup, voilà, j'ai passé 3 quarts d'heure à ce moment-là à l'écouter, à la consoler comme on peut. Mais voilà, c'est vraiment... Ah non, quand elle est arrivée, je ne lui ai pas dit « Ah non, désolé, c'est fermé ». Vraiment, viens, je t'accueille. Et voilà, c'est vraiment... du coup, on est vraiment en mission. Et dans ce que je fais au quotidien, j'ai vraiment l'impression de servir le Christ en étant au milieu de ces personnes. Je voulais revenir effectivement sur certaines difficultés à vivre dans la cité. Tout n'est pas rose du tout. Ce serait vraiment naïf de le dire. Bien sûr qu'il y a de la pollution, des déchets qui traînent partout, du bruit. Ce sont des immeubles qui souvent sont construits avec des matériaux pas extrêmement solides et de qualité. Donc tout s'entend. Dès qu'il commence à faire beau, les jeunes tournent avec leur moto, ils font des soleils, ils peuvent tourner pendant 25 fois de suite et à la fin ça rend un peu fou. Les pétards du 14 juillet commencent à chauffer dès le 15 juin.
Voilà. Donc tout ça, ça peut être assez pénible à vivre. Mais la chose cruciale, c'est que nous avons choisi de venir habiter là. C'est vraiment un choix. On n'est pas venu pour la beauté des pierres, on n'est pas venu pour la beauté architecturale, ni pour la paix et la tranquillité. On est vraiment venu pour les gens. Voilà. Et donc, parce que nous avons fait ce choix, nous pouvons aider, partager un tout petit peu le fardeau de ceux qui vivent un peu cloîtrés, qui sont un peu assignés à résidence dans ces quartiers, qui souvent n'ont pas choisi de venir vivre dans ce type d'habitat, mais qui, de par leur niveau de vie, ne pouvaient pas faire autrement. Et c'est important en tant que chrétien de venir partager cette vie, voilà, ce quotidien, voilà, d'aider à supporter tout ça, parce que eux peuvent peut-être rester jusqu'à la fin de leur jour dans ce quartier. Donc ça, c'est vraiment une démarche qui nous porte beaucoup. Et je venais de dire que c'est vraiment les gens qui nous ont attirés là, et c'est vrai. C'est-à-dire qu'à côté de toutes ces nuisances qui sont parfaitement réelles, et qui au bout de 3 semaines, quand on n'est pas sorti de la cité, on n'est pas parti en week-end, peuvent vraiment nous fatiguer nerveusement beaucoup, eh bien, heureusement qu'en compensation, il y a une richesse humaine absolument extraordinaire dans ces quartiers. Ce sont donc des quartiers qui sont habités par des personnes venues du continent africain, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, dans une moindre mesure l'Asie, le Pakistan, Bangladesh, Inde. On a très peu de Sud-Américains. Donc ce sont des populations du Sud qui ont un fort sens de l'hospitalité. C'est une banalité de le dire, mais c'est vraiment très palpable quand on y est. Ce sont des gens qui sont capables, comme l'a dit Manon, de vous accueillir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, alors qu'ils n'ont pas un rond. Ils vont se mettre en 4 pour vous offrir le plat qui va bien et passer tout le temps qu'il faut avec vous, alors que vous êtes un peu à regarder votre montre parce que mine de rien, vous avez un emploi du temps serré. Eux ne comptent pas leur temps, ne comptent pas leurs sous, voilà, pour bien vous accueillir. De même qu'il y a aussi chez ces personnes un grand respect des personnes âgées, voilà, qu'on n'a pas forcément beaucoup chez nous en France. Il y a aussi un franc-parler, moi, que j'aime beaucoup. En France, on tient beaucoup au savoir-vivre, aux bonnes manières, on prend toujours des précautions oratoires quand on a quelque chose à dire à quelqu'un. Là-bas, c'est cash, comme on dit. Et alors au début, ça décape un peu, on peut se prendre des petits scuds comme ça, mais en réalité, on sait toujours à quoi s'en tenir, et ça, c'est très agréable. Alors je vous raconte une anecdote qui m'a profondément marquée. Chaque année, on co-organise un pèlerinage à Paray-le-Monial. Et on propose à des personnes c'est pas le Rocher qui organise, parce qu'on n'est pas confessionnel, mais disons qu'on s'associe avec la paroisse pour y aller. Et il y a des personnes de la cité qui viennent. Et un été, on y va, au mois d'août. Et là, on a été missionné comme ange gardien pour des personnes de la cité. Voilà. Donc on devait prier pour cette personne, lui faire visiter Paray, etc. Et notamment, moi, on m'a donc confié une dame, Delphine, ivoirienne, donc comme personne à protéger. Et donc, super, ça se passe très bien et tout. Et à la fin, elle me regarde dans les yeux et me dit « Maintenant, Christine, tu es ma fille. » Alors moi, j'ai pris ça un peu au 2e degré à la française. Je dis « Oh ouais, t'es sympa, Delphine. C'est gentil et tout. » Et puis bon, puis voilà, je reste là, quoi. Et il se trouve que je me suis mariée cet été-là. Voilà, très bien. À la rentrée, j'arrive, je n'avais pas invité Delphine à mon mariage. Delphine, pour moi, c'était quelqu'un de la sphère extérieure, voilà, que j'avais accompagnée dans un pèlerinage. Et quand elle a su que je m'étais mariée, elle était dégoûtée. Elle m'a dit, tu ne m'as pas invitée à ton mariage. Je suis ta mère, je te rappelle. Et c'était très sérieux, je sentais qu'elle était profondément blessée. Et je me suis dit, alors, 1, elle a pris super au sérieux cet ange gardien. Et 2, elle me l'a dit, franchement, qu'elle était dégoûtée. Alors que moi, si on m'avait pas invitée à un mariage, ben, j'aurais refoulé ma déception, je me serais bien gardée par orgueil d'aller dire à la personne, oh, tu m'as pas invité à ton mariage. Voilà. Et ça, c'est typique de la cité, les gens se disent les choses, voilà. Encore une richesse humaine, moi, que je trouve formidable, c'est que beaucoup de femmes africaines, enfin, quand je dis beaucoup, là, toutes, elles ont un sacré tempérament, une joie de vivre vissée au corps. Et nous, moi, ça m'arrive d'arriver un matin avec des pieds de plomb, fatiguée, je me dis, mais comment je vais traverser la journée ? Et voilà que j'en rencontre une dans la rue qui va me balancer 3 blagues, me raconter la petite anecdote en date voilà, qui lui est arrivée et tout, et avec force éclat de rire et expression vraiment mais sortie de nulle part. Et elle me redonne la pêche, et je me dis, mais je sais que cette femme-là, en l'occurrence, elle peut être battue par son mari, elle peut être au chômage ou avoir des heures de ménage en se levant à 4h du mat pour aller bosser à la Défense, par exemple, alors qu'elle habite à Bondy à l'autre bout. Et c'est cette femme-là qui va me redonner la pêche. Voilà. Il y a vraiment une joie de vivre, une capacité à dépasser
tous les embêtements de la vie, simplement par façon d'être, voilà, par tempérament personnel. Et voilà, ça aussi, je trouve que c'est une grande richesse. Donc voilà un peu pour quelques illustrations du vivre avec. Maintenant, on va passer au deuxième triptyque qui est le grandir avec. Donc le Rocher cherche vraiment à apporter un complément d'éducation, toujours à côté des parents. Ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs, on ne se substitue jamais à eux. Nous ne sommes absolument pas dans le discours de la démission des parents ou de la culpabilisation des parents. Nous savons qu'ils font ce qu'ils peuvent. Quand on a un appart avec 6 enfants dans un 2 pièces et qu'il faut chercher une table pendant une demi-heure pour faire ses devoirs le soir, c'est compliqué. Quand on a des heures de ménage, je viens de dire, à des horaires en décalé, c'est compliqué. Quand on a un papa qui est entre le pays et la cité, c'est compliqué. Donc voilà, les situations familiales sont souvent très complexes et on ne peut pas juger comme ça de l'extérieur ce qui s'y passe. Voilà, donc les parents premiers éducateurs, et nous essayons de les aider, de les accompagner par des activités qui sont, pour résumer, basées sur l'amour dans la vérité. Vous savez que c'était une encyclique de Benoît XVI. Et moi, en arrivant au Rocher pour la première fois en 2003, ou en 2004, c'est marrant, j'ai mis un pied à Bondy pour venir voir. J'avais entendu parler, bon. J'ai mis un pied au Rocher, c'était vraiment dans une salle, pas belle, sous une église années 60, vous pouvez imaginer, ici c'est luxueux à côté de ce qu'on avait. Et donc c'était vraiment pas beau, mais j'ai été éblouie par ce que j'ai vu. J'ai mis un pied dans cette salle, il y avait des jeunes partout, il y avait des animateurs, et j'ai senti l'amour dans la vérité. Je ne l'ai pas intellectualisé, mais je l'ai senti par le cœur immédiatement. C'est-à-dire que j'ai senti la bienveillance et l'exigence. Les enfants sont venus me dire bonjour, tous, en enlevant leur casquette, en regardant dans les yeux, en me serrant la main, pas mollement. C'était vraiment un vrai bonjour. Et il y avait des règles d'or qui étaient affichées au mur, et je sentais que les éducateurs faisaient attention aux choses importantes, au respect. On ne crie pas, on ne s'insulte pas, on ne court pas. On est vraiment là pour faire des choses où on grandit. Voilà, pour grandir. Et je l'ai senti tout de suite, c'est ça qui m'a énormément plu au Rocher. Donc maintenant, on va vous illustrer ça par quelques petites anecdotes, petites histoires. Vas-y Manon, puis je reprendrai la parole. Du coup, grandir avec, moi je vais vous parler des aventuriers. Tout à l'heure, Christine a évoqué le terme. Les aventuriers, c'est une sorte de scoutisme, version cité et version interreligion. Et voilà, donc moi tous les mercredis après-midi, je pars avec une vingtaine d'enfants qui ont entre 8 et 10 ans dans la ville voisine de Bondy, à Pavillon-sous-Bois. On va dans le parc d'une église et voilà, on a un uniforme, on a 5 règles, des règles de base: être propre dans sa tenue, dans son langage, respecter les autres, être joyeux. Enfin voilà, c'est vraiment des règles juste de base, mais qu'on rappelle, qu'on rabâche. Et voilà, et en fait, 24 enfants assez jeunes où on essaie d'instaurer une pédagogie, c'est parfois un peu complexe, parfois un peu tendu. Ça leur est arrivé d'être punis d'activité et de rentrer à pied au Rocher. Voilà. Et il y a 2-3 petits enfants qui sont vraiment insupportables, dont un certain Boulaye qui est très très dur. Mais à côté de ça, il a des petits gestes qui sont magnifiques. Par exemple, en fait, j'ai un doute si je sais plus si c'était un jeu qu'il fallait partager ou un goûter qu'il fallait partager. Mais spontanément, il y avait un enfant qui pleurait parce qu'il n'avait pas ce goûter ou ce jeu. Et lui, il allait partager avec l'enfant. Et en fait, c'est quelque chose qu'il a fait derrière nous, on ne voyait pas du tout. Et en fait, il l'a fait juste avec simplicité et amour. Et c'est un témoignage pour nous qui est magnifique. Et en fait, ces enfants-là, tous ces enfants dont on vous parle depuis tout à l'heure, en fait, on les aime et on les fait grandir par amour, en fait. Voilà. Et les aventuriers, on a deux jeunes filles qui s'appellent Sadio et Kartoumi, qui viennent nous aider. Alors, elles ont 11 et 12 ans, et elles viennent nous aider à encadrer les enfants de 8 à 10 ans. Comme ça paraît un peu bizarre, mais en fait, c'est 2 filles qui sont les aînées filles de leur famille, qui ont des responsabilités à la maison, et qui, aux aventuriers,
ont une autorité juste et aimante envers les enfants et qui est vraiment incroyable. Et alors pour les remercier, pendant les vacances de février, je les ai amenés chez mes parents 3 jours à Lyon. Voilà, pour les remercier de nous rendre ce service. Alors c'était vraiment 3 jours extraordinaires dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire que du coup, elles ont vraiment découvert la culture française dans son intégralité, avec les repas, avec un couteau, une fourchette, le plat. Voilà, à un moment, elles ont pris le plat de salade pour avoir de la sauce. Elles ont vidé la salade enfin, la sauce, en portant le plat. Du coup, on s'est regardé avec maman, vraiment à rigoler parce que c'était vraiment très simple. Elles ne le faisaient pas du tout pour être mal polies et du coup, on leur apprenait comment on fait en France. Elles ont eu de la chance de prendre un bain. Je ne sais pas si vous connaissez les visiteurs, où le moment où ils prennent un bain, où ils en mettent partout, où ils vident tous les pots de shampoing, où ils vident tout ça. Voilà, c'était typiquement ça. Mais au-delà de ça, c'était vraiment 3 jours de joie, de rire et hyper constructif. Voilà. Donc, du coup, là, on part avec Christine en camp avec des adolescentes de filles, dont ces deux-là. Demain. Et du coup, je pense que ça va pas être facile tous les jours, mais je pense qu'au final, on en ressortira avec comme mot fort la joie. Oui, ce qui est sous-tend aussi ce qui se passe avec les enfants, c'est que on sent qu'ils testent la limite de notre amour. On a l'impression que voilà, qu'ils se disent mais si je vais jusque là, est-ce que ça va tenir encore, etc. Et là, on rejoint un peu l'inconditionnalité et l'exigence en même temps, l'inconditionnalité de l'amour et l'exigence en même temps. J'ai des exemples, notamment d'un petit Abdoulaye qui vit quelque chose de très dur à la maison, qui est régulièrement battu par son père et qui, en début d'année, à l'aide aux devoirs, il est en CP, était intenable, très agressif avec les autres et incapable de tenir sur sa chaise plus de 5 minutes. Et je sentais que dans sa tête, il y avait elle n'est pas ma mère, elle est pas mon père, mais est-ce qu'elle m'aime? Voilà. Alors évidemment, ça n'a jamais été formulé, peut-être même que c'était pas conscient chez lui, mais je sentais ce test de la limite tout le temps. Et dès qu'il commençait à être trop sage, dans sa tête, il devait dire non, maintenant j'arrête. Et clac, il commençait à faire un truc insupportable et tout. Et j'ai essayé de tenir bon toute l'année, et je me suis sincèrement attachée à lui, parce qu'il aurait pu vraiment m'exaspérer, et j'aurais pu faire ça par devoir. Et je sais pas, il y a eu une grâce parce que je me suis mise à aimer cet enfant particulièrement. Et à la fin de l'année, je l'ai vu s'épanouir. Voilà, j'en témoigne parce que sur une année scolaire, ce qui n'est quand même pas très long, j'ai vu cet enfant s'épanouir comme une fleur qui avait été arrosée par l'amour, tout simplement. Pas que de moi, bien sûr, de toute l'équipe. Et il a aussi été emmené au Mans, dans la maison des responsables de l'an dernier, pendant un week-end entier. Là aussi, il a vraiment été pris en grande considération pendant tout un week-end. Et on sentait que là aussi, il se disait, bon, bah, c'est du vrai, quoi. C'est pas du faux, cet amour-là, voilà. Et donc, voilà, ça, pour moi, ça a été une très belle illustration de l'amour testé. Un autre exemple aussi d'une petite Amou. La première fois que je l'ai vue en rentrant dans la salle, elle m'a vue, elle a dit « Toi, tu dégages, t'es pas d'ici ». Et vraiment très, très violente. Donc, je suis partie, je me suis dit « Ben, sympa, le rocher, en plus, je venais d'arriver. » Je dis « Ben, ouais, ça risque d'être corsé. » Et cette petite Amou, 2 ans plus tard, elle n'était plus au rocher entre-temps, elle avait quitté le rocher. Et on a vu les semences germer. On a vu vraiment que tout ce qu'on avait semé, eh bien, avait grandi. Et 2 ans plus tard, on organisait un Noël dans une maison de retraite dans la cité. Elle s'est portée volontaire, alors qu'elle était donc plus inscrite au rocher. Elle s'est portée volontaire pour nous aider à faire le spectacle pour les malades. Et à la fin, il y a toujours une tournée dans les chambres pour aller voir les plus malades qui ne peuvent pas descendre, qui sont vraiment très grabataires. Et c'est elle qui a tenu à visiter chacun, à remettre une carte de Noël, une orange et du chocolat. Voilà. Et elle a passé 2 heures de plus que les autres pour ça. Et je me suis dit, ben, bien sûr qu'il n'y a pas que le rocher qui a semé dans sa vie, bien sûr que non. Mais en tout cas, quand on compare l'Amou qui me dit dégage et l'Amou qui va dans les chambres des plus malades, clairement, il y a eu une croissance. Voilà. Finir aussi sur quelque chose d'important là-dessus, c'est que on n'est pas des sauveurs au rocher. On n'arrive pas en se disant que la cité, grâce à nous, va se transformer. Ce serait vraiment très présomptueux et faux. C'est le Seigneur qui fait. À travers nous, on essaie d'être des petits instruments. Et c'est très important de se le dire parce que sinon on peut vraiment être sujet au découragement, parce qu'il y a aussi beaucoup d'échecs. On accompagne des jeunes parfois pendant 2-3 ans au rocher.
ils disparaissent de la circulation et ils apparaissent 5 ans plus tard dans le trafic, avec des responsabilités. Voilà. Et c'est pas pour autant que c'est perdu, parce que ce qui est semé est semé. Et ce gars-là, eh bien, on va pouvoir le revoir, lui reparler, parce qu'on pourra se réappuyer sur ce qui a été semé dans son enfance. Donc, dire qu'on n'est pas des sauveurs, et dire aussi que tout ce que l'on sème, on se fiche du résultat. Ça ne nous regarde pas. Peut-être qu'à Mou, j'ai eu une grande chance de voir le fruit 2 ans plus tard, et peut-être que je verrai jamais le fruit. Abdoulaye, pendant 1 an, j'ai pu voir aussi la fleur grandir, peut-être que j'aurais pas pu la voir. Peu importe. Voilà, ça c'est vraiment important de se dire que on sème, on moissonne pas forcément. Dernier triptyque, à moins que tu aies autre chose à dire sur grandir. Juste un dernier point. Il y a une fille qui est arrivée en début d'année au Rocher, une collégienne qui s'appelle Fatim, qui a un caractère bien trempé, qui j'ai essayé de travailler au début de l'année. Et en fait, je pense que je suis un petit peu exigeante et un petit peu ferme, mais bon, chacun son caractère et chacun ses petites manies. Et du coup, elle voulait rien faire, mais moi, je voulais absolument qu'elle lise un livre. Parce qu'elle est en 4e, elle a des énormes difficultés de lecture. Du coup, je l'ai prise à part en disant, bon, viens, on va lire un livre. Alors là, elle s'est énervée, je n'ai pas compris, j'en ai pris plein la tronche, et du coup, j'ai fini par sortir de mes gonds en me disant, tu dégages. J'ai été un petit peu violente, et du coup, je l'ai renvoyée chez elle. Voilà. Donc, on était toutes les deux en froid, malgré une tentative de réconciliation avec un pardon, tout ça. Mais bon, elle ne pouvait pas m'encadrer. Et en fait, au fur et à mesure, du coup, j'allais la voir petit à petit. Et j'avoue, j'ai beaucoup prié pour notre relation. Et elle est venue me voir à sa manière, avec sa main comme ça, en me disant « Ah mais vraiment, je t'ai jugé trop vite, hein. T'es pas susceptible, hein, mais en fait, je t'aime bien. » Et en fait, je lui dis « Mais moi, Fatim, je me suis jamais posé la question, je t'ai toujours aimé. » Et en fait, ça l'a vraiment bousculé. Que moi aussi, j'ai été en froid avec elle, mais pourtant, je n'ai jamais cessé de l'aimer. Voilà. Du coup, on passe au troisième volet, bâtir avec. Et du coup, de nos relations avec les mamans, les familles, les enfants. Mais il y a quand même tout un volet qu'on n'a pas évoqué, c'est vraiment c'est les grands jeunes, les jeunes du trafic, les jeunes qu'on voit en permanence en fait, qui sont devant le rocher en train de trafiquer, qui sont dans la rue à toute heure. Et c'est des jeunes avec qui on essaie quand même de construire une relation. Alors moi j'ai une position un peu plus... on a une relation un peu plus délicate du fait qu'on soit des filles, des femmes. Et alors au début de l'année, les tournées... En fait, tous les jeudis soirs, on va dans la rue pour faire des tournées de rue. Donc jusqu'à quelques semaines, les filles étaient interdites de ces tournées de rue. Je peux quand même vous témoigner parce que j'ai fait une tournée de rue la semaine dernière qui s'est vraiment très bien passée. On a eu des très beaux échanges avec les grands jeunes. Et ça, c'est super. Mais au-delà de ça, j'ai quand même parlé pendant du coup 6 mois. J'ai quand même parlé à des grands jeunes avec des relations plus ou moins difficiles, notamment au début, parce qu'au début, ils nous cherchent pas mal. En fait, déjà, les filles du Rocher, on est hyper respectées. Enfin, vraiment, une fille du Rocher, on n'y touche pas. Mais quand même, ils nous cherchent un petit peu. Et il y a un grand jeune, un soir, qui était allongé sur un capot de voiture, qui avait fumé un certain nombre de joints. Et je rentrais avec les enfants des aventuriers. Et alors là, allongé sur son capot, il m'a vraiment fait une réflexion très désagréable, avec une invitation à venir dans son lit, mais de manière pas du tout classe. Voilà. Du coup, en fait, ça m'a... Au fond de moi, j'étais très très énervée parce que, de 1, on ne parle pas comme ça. De 2, j'ai pas trop l'habitude d'entendre ça. Et de 3, je suis avec les enfants. Et avec les enfants, c'est pas possible parce que je me dis, mais c'est pas possible que les enfants entendent ça. Ils doivent garder leur innocence. Et du coup, j'étais vraiment très énervée. Mais de toute façon, je pouvais rien lui dire à ce moment-là parce que il était complètement dans un autre monde. Et le lendemain matin, on était dans la rue pour le café de rue. On se met dans la rue tous les jeudis matins avec du café, du thé, des petits gâteaux. Et il était là, du coup, je suis allée le voir. Et je lui ai dit, j'ai pas du tout apprécié ce que tu as dit hier. Et en fait, il s'est excusé. J'étais assez fière. Et
Et il m'a dit, pardon, j'avais fumé trop de joints. Voilà, bon, je lui ai dit d'en fumer moins, mais je crois que ça change pas trop. Mais au moins il s'est rendu compte que ça se disait pas. C'était vraiment pas bon. Oui, alors c'est vrai que les grands jeunes sont très souvent dans la rue. Le matin, pas trop parce qu'ils dorment, ils récupèrent, mais à partir de 14h jusqu'à très très tard dans la nuit, ils sont là. Alors, du fait qu'on habite là, c'est vrai qu'on est très enclin à les rencontrer sur notre chemin. Récemment, le trafic s'est déplacé de quelques centaines de mètres et donc ils sont carrément sur notre chemin, par exemple quand on va à la poste. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne opportunité pour parler encore plus. J'ai pas le même âge que Manon et du coup, c'est plus facile aussi. Et du coup, voilà, peu à peu, après avoir parlé de la pluie et du beau temps, on peut commencer un peu à parler de leurs projets, de ce qu'ils aimeraient faire d'autre, etc. Et là, on leur parle en particulier d'un projet que le Rocher a créé il y a maintenant 4 ans, qui s'appelle RIBAT. Donc RIBAT, en fait, c'est une association satellite du Rocher, hein, qui a été créée encore avec un autre organisme, et qui s'occupe plus spécialement des 16-30 ans, en problème d'insertion, clairement. Voilà, RIBAT, c'est l'anagramme de bâtir, voilà, pour ceux qui auront compris la subtilité. Et ça veut dire aussi le lien, Ribat el Salam, le lien de la paix. Et pour les puristes, c'est le nom que Christian de Chergé avait donné à un groupe chrétien-musulman de Tibérinin. Voilà, pour toutes ces raisons, on a choisi ce nom. Et Ribat, en fait, l'idée de génie, c'est d'aller retrouver les jeunes là où ils en sont, avec cette question, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? J'arrive pas avec des activités toutes faites, toutes plaquées, mais toi, ça m'intéresse de savoir ce que toi, tu veux faire. Tu veux faire du son, tu veux faire des enregistrements de chansons, super, eh bien viens construire un studio son dans le local de Ribat. Donc les jeunes sont venus construire ce studio de leurs mains, et à partir de là, ils ont commencé à venir s'enregistrer, ou à venir entendre les potes s'enregistrer, et on a aujourd'hui, par semaine, une 60aine de jeunes de la cité de Bondy-Nord qui fréquentent Ribat, Ribat étant hébergé par le Rocher, inclus dans les locaux du Rocher. Donc il y a toujours ce lien familial Rocher-Ribat qui est très important. Il y a aussi un mélange des âges, ce qui est très sain. Il y a une sorte d'exemplarité aussi, les jeunes voyant que les grands sont capables de faire des belles choses et pas que du trafic. Enfin, tout ça, c'est assez vertueux. Et donc, Ribat donne des fruits. En 3 ans, on a plus de 45 jeunes qui ont été placés en formation ou en emploi. Pourquoi? Parce que, de fil en aiguille, le jeune il vient s'enregistrer. Il commence à se soumettre à des horaires. Il commence à écrire en français. Il commence à ne plus trop vouloir insulter la terre entière et à avoir un peu plus de poésie dans ses textes. Il va s'intéresser un peu à ce que font les autres, sortir de sa petite bande, etc., etc. Donc ça fait boule de neige et le jeune, au bout d'un moment, il sort un peu de sa petite coque et il se dit, mais peut-être qu'au-delà de mes chansons, je pourrais penser à mon avenir. Donc, de fil en aiguille, eh bien, on va parler boulot, on va parler formation, on va parler permis de conduire, BAFA, etc. Et l'animateur de Ribat, évidemment, a toutes les infos en poche pour parler au bon moment des bonnes choses. D'où les bons résultats qu'on a. Et alors, moi, je suis sidérée de voir, par exemple, là aussi, on est vraiment dans le test de l'amour, parce que on va avoir des jeunes qui vont traîner sur le canapé pendant 6 mois, ils vont rien faire, ils vont juste écouter les potes, ils vont avoir les oreillettes, mais vraiment avachis, hein. Quand on passe devant, on se dit, celui-là, je sais pas trop ce que ça va donner. Et puis au bout de 6 mois, Peter, l'animateur de Ribat, me raconte qu'à 3h du matin, il a eu un coup de fil du gars qui lui a dit « je suis prêt ». Voilà. Mais c'est sûr qu'une institution normale, une mission locale ou Pôle emploi, va pas attendre 6 mois que le jeune dans le canapé commence à ouvrir un œil. Ça va pas être possible. Hein. Donc c'est vrai que la valeur ajoutée là d'une association de quartier qui en plus se greffe sur un rocher qui a 17 ans d'existence, c'est sûr que ça va être le maillon manquant. C'est là qu'on va aller chercher des jeunes qui sont très très loin et qu'on va ramener à travers une pédagogie extrêmement adaptée. Voilà, donc bâtir son avenir repose beaucoup sur Ribat. Voilà. Oui, bah, du coup, Ribat, nous, en tant que volontaires service civique du Rocher, on est amenés à y passer de temps en temps, notamment pour faire des jeux avec les grands jeunes. Et du coup, maintenant, on commence à avoir des vraies relations avec les jeunes, à les croiser dans la rue et à s'arrêter un quart d'heure pour avoir une vraie discussion sensée, qui n'est pas basée sur l'un et l'autre. Et vraiment, c'est vraiment très agréable. Donc je vois qu'il est 30, je pense qu'on est dans les temps, a priori. Juste vous indiquer que nous avons 2 livres ici à vous présenter.
Donc celui du fondateur Cyril Tisserand, qui a donc créé le Rocher à Bondy dans les années 2000. Donc bâtisseur d'espérance qui retrace sa vie et sa création du Rocher. Et nous avons ici un témoignage de Amaury Guilhem, qui était responsable de l'antenne du Rocher de Marseille, qui maintenant s'occupe de la communication dans l'équipe nationale, et qui a écrit donc Ceux du 11e étage, témoignage de sa vie en cité avec sa famille. Vous pouvez nous dire les cités Oui, parisiennes ? tout à fait. Alors nous sommes donc en Ile-de-France, à Bondy, cité fondatrice, dans Seine-Saint-Denis, au Mureau, dans les Yvelines, et Paris 10, Stalingrad, Jaurès, Louis Blanc. Nous avons également Grenoble, en Rhône-Alpes, avec une création en vue autour de Lyon à la rentrée. On vous tiendra au courant si ça vous intéresse. Et 3 en PACA, avec Toulon, 2 antennes, Est-Ouest, et Marseille-Nord, incontournable. Voilà. Et on a encore d'autres projets, parce qu'on est appelé dans 15 villes supplémentaires aujourd'hui. Donc ça, c'est important. Alors, appelé par l'évêque, ou par le maire, ou par les deux. Et dans tous les cas, on veut 2 feux verts, l'évêque et le maire. Enfin, ça fait un peu vieille France, mais c'est comme ça. Parce que sinon, ça ne peut pas marcher, il nous faut nos 2 jambes. On a la prière de Notre-Dame du Rocher, qui a été rédigée dans des circonstances spéciales, puisqu'elle a été écrite par Anne-Sophie Tisserand, la femme de Cyril, qui est décédée à 29 ans, en laissant 4 petits garçons, d'un cancer fulgurant, et qui est un peu notre sœur du ciel, très souvent compris tous les matins en réalité. Enfin, très souvent, voilà. Ouais, compris tous les matins. Donc, une question plus d'information. Quand vous parlez du Rocher, donc si on n'est pas allé, c'est quoi? Concrètement, c'est en bas d'un bâtiment, des locaux, une pièce, 10 pièces. Voilà, concrètement, quand vous dites les jeunes viennent ou les jeunes sont devant, et vous faites des activités à l'extérieur, vous faites des activités que à l'intérieur de vos murs. Voilà, juste, c'est quoi le Rocher en termes de murs, même s'ils sont pas très beaux? Alors effectivement, j'aurais dû le dire, le Rocher, c'est d'abord des locaux paroissiaux. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'évêque, c'est vrai qu'on est toujours appelé par le diocèse, on y tient beaucoup, et on est dans des locaux paroissiaux, parce que ça nous donne notre identité sans avoir à faire 3 plombes d'explication. Tous les musulmans savent qu'on est chrétien, d'office. Ensuite, c'est gratos, les 3 quarts du temps, c'est quand même vachement pratique aussi. C'est gratuit, pardon. On est dans le 92 Ouest, j'avais oublié. Désolée, on arrive du 93, donc voilà. Et donc, c'est quand même pratique, ce sont des mises à disposition gracieuses, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons donc des activités dans ces salles paroissiales. Nous avons des activités dehors, on est beaucoup dans la rue. On a parlé des animations de rue, on joue avec les enfants, on fait des cafés de rue dans la rue. Dans la rue, c'est-à-dire dans la rue? Dans la rue, sur le trottoir. Voilà. Dans les halls d'immeubles qu'on visite aussi pour le soir. Nous avons beaucoup de visites à domicile, donc ça c'est chez les gens. Et puis, qu'est-ce qu'il y en a d'autre aussi à l'extérieur? Café de réanimation rue. Oui, et voilà. Et alors, c'est très important. En fait, on essaye aussi beaucoup de faire des sorties et des camps, on l'a pas dit, pour montrer la France et la faire aimer. Montrer ses paysages, montrer sa diversité, montrer son patrimoine, montrer son histoire, faire rencontrer des gens du fin fond du Berry. Voilà, c'est très important pour la rencontre et le fait de faire tomber les murs. Voilà. Donc, 93, c'est aussi la France. Non, d'accord. Mais quand vous êtes dans une cité, on va dire que le patrimoine breton vous est largement étranger. Vous voyez, il y a vraiment une patrimoine. Non, bien sûr, c'est la France. Et bien sûr, et les quartiers seront partie intégrante de la France. Et l'avenir de la France, à mon avis, est à une grande part, dans une grande part dans les quartiers. Quand j'ai amené les filles à Lyon, là, il y avait une des 2 filles qui montait pour la première fois de sa vie dans un TGV. En fait, elle a 12 ans, c'est peut-être un peu étonnant, mais on se rend compte qu'elles connaissent. Voilà, ils restent beaucoup dans la cité. Non, mais c'est juste par rapport à la France, c'est comme si c'était pas la France. On n'est pas d'accord, on est bien d'accord. Si c'était pas la France, le manque de culture et de son nom. Et je peux me permettre encore poser 2 questions, parce que ça m'intéresse. Je vous avais dit que, je pense que ça peut intéresser aussi. Vous avez dit que vous venez habiter, et effectivement, enfin la rencontre, on voit bien le lien avec le Christ qui vient rencontrer, donc on vient rencontrer, et rencontrer, c'est pas venir 2 heures, c'est partager la vie. Est-ce que parmi les gens qui sont dans l'association Le Rocher, donc le côté votre parti à vous, j'allais dire, est-ce qu'il y a aussi des gens des quartiers? Il n'y a pas seulement des gens qui sont venus habiter, mais des gens qui habitant déjà là,
disent c'est quand même bien cette logique-là. Voilà, ça, c'est pas seulement des gens qui viennent de l'extérieur, mais des gens qui sont aussi de l'intérieur. Je pourrais vous citer plein de noms. On a de nombreux... Pour l'aide aux devoirs, en fait, l'aide aux devoirs, le soir, on a 43 primaires et 25 collégiens. C'est un peu sportif. Et on a de la chance d'avoir plein de bénévoles qui viennent de la cité. Je peux vous citer l'exemple d'Emmanuela qui est actuellement en camp théâtre à côté d'Alençon avec les enfants. Et je pourrais vous en citer plein d'autres parce qu'en fait, les gens de la cité sont parfois bénéficiaires et bénévoles et parfois que bénévoles. Dire aussi que le rocher, c'est quoi? Par antenne, c'est une famille qui vient s'installer. Ça peut être un célibataire, mais c'est le plus souvent une famille qui vient s'installer dans au-dessus de l'église ou juste à côté, dans les locaux du rocher. Et autour, dans le parc HLM, on a des volontaires et des stagiaires qui habitent en colocation. Voilà pour vous situer. Ouais. Bon, merci, mais on peut applaudir.